Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 8 avec Cocorico, une victoire française et ça arrive pas tous les jours sur le Giro et surtout victoire en échappée, la dernière c'était Nance Peters en 2019 et c'était aussi dans ces chiffres là en termes d'étapes, je saurais plus vous dire. Mais ouais, c'est entre 8 et 15 l'étape de Nance Peters, j'ai oublié de regarder. On fera bien entendu les bleus, bah là aujourd'hui il y aura beaucoup de choses à dire, les coureurs au top, les flops, je pense que la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. Parce que tout simplement au niveau des coureurs au top et des flops, j'ai beaucoup moins de choses à dire que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé de la course, à dire également ce que vous avez pensé par exemple de certaines stratégies d'équipe. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Étape surprenante quand même dans son déroulement avec 70 premiers kilomètres très animés, des tentatives de bordure, où on s'attend, il y a même un moment le maillot rose, Romain Bardet qui se font avoir par une tentative de coup de bordure, et puis le vent tombe et l'échappée part, échappée qui a mis quand même 1h20 vraiment à partir avec une première heure de course très costaude. Donc pour prendre l'échappée il fallait être sacrément musclé et ça a été une étape assez intéressante parce qu'on voyait bien que dans cette échappée là le plus fort c'était quand même Lafay techniquement en montagne avec peut-être également Kobe Gusson qui est pas mauvais grimpeur mais pour moi Lafay était un peu au-dessus et je me dis lui son objectif c'est d'arriver jusqu'au pied de la 4e catégorie et pas de se faire avoir. On va voir tout de suite ça parce que je vais parler de Victor Lafay tout de suite, avec le bilan des Bleus. Victor Lafay aujourd'hui, pour le bilan des Bleus, je crois qu'on peut pas vraiment passer outre de parler de Victor Lafay. Victor Lafay, dernière victoire d'un Cofidis, c'était Damien Monnier 2010. Et heureusement qu'il y a eu les consultants anglais pour y penser de chez Eurosport. Même si, à un moment, ils ont quand même fait une erreur. Victor Lafay. Ils l'ont fait qu'une fois. C'est vrai qu'ils maîtrisaient Lafay. Autant il y a d'autres prénoms, il y a d'autres noms de famille, ils ont du mal. Autant Lafay, ça passait bien. Victor Lafay, donc, avec cette victoire, c'est un Giro qui est maintenant réussi pour Cofidis. Il y avait déjà eu des belles places pour Viviani. Mais le Giro est réussi pour Cofidis parce que je pense que l'objectif était d'avoir une étape, une victoire. Victor Lafay qui est en plus un pur produit de la filière Cofidis. Cofidis a pas mal de coureurs comme ça qui ont débuté dans cette équipe et qui restent sur des périodes extrêmement longues, notamment Damien Monnier. J'ai regardé il a fait 10 ans quasiment chez Cofidis, mais d'autres coureurs comme ça ont passé beaucoup d'années chez Cofidis. C'est une équipe qui a une vraie filière de formation et qui sait faire amener des coureurs au haut niveau, notamment Sénéchal a commencé chez Cofidis, Hofstetter également a commencé chez Cofidis. C'est une équipe qui sait former des coureurs. Dans le cas de Victor Lafay, aujourd'hui il a très bien roulé parce que c'était presque l'homme à battre dans l'échappée, parce que Oliveira savait que face à Lafay il pouvait rien faire. Lafay l'avait déjà battu autour de la communauté de Valence. Gouja, c'est un bon baroudeur, mais c'est quand même un bon baroudeur sur le plat. Dès que ça grimpe un petit peu, surtout sur les arrivées au sommet, il est quand même moins présent. Gavazzi, c'est quand même plus un profil sprinter-puncher qu'un véritable grimpeur. Et et puis il a plus une grosse pointe de vitesse, Gavazzi, en plus. Carboni, c'est un bon coureur, c'est un bon baroudeur, mais là encore, face à un Victor Lafay, c'est un ton en dessous. Il y avait Kobe Gusson, qui pour moi était l'adversaire numéro 1, avec un peu Nelson Oliveira. Il y avait Gavazzi dans cette échappée, mais Gavazzi, on le sait, et Campana Hertz non plus, on le sait aussi, ce ne sont pas des grimpeurs. Donc Lafay était l'homme à battre. Tout le monde savait que c'était peut-être l'homme le plus fort du groupe, et je trouve qu'il a très très bien géré. Il aurait pu s'enflammer plusieurs fois, notamment quand il y a eu Campana Hertz qui a attaqué avec... c'était Carboni. Il aurait pu tenter de contrer tout de suite et se faire avoir ensuite dans la montée finale où il aurait grillé une cartouche à ce moment-là. Non, il les laisse partir.
Parce qu'il sait que derrière, il y a Oliveira peut-être qui va rouler, il y a peut-être d'autres coureurs qui vont rouler, et que l'écart va pas être important. Et l'écart n'a jamais été important au final. Il y a eu 10 secondes, 15 secondes grand maximum. Mais il savait que sur une montée de 4 km, 15 secondes, il pouvait les combler sur Carboni, il pouvait les combler sur beaucoup de coureurs du groupe. Et il a été, je trouve, très intelligent. Il a très bien mené sa barque aujourd'hui, Victor Lafay. Il a vraiment été très 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 bon. Il a fait avec ses qualités. Il a roulé, on pourrait dire, en vieux briscard d'échappée, parce qu'il a été sacrément intelligent aujourd'hui. Il s'est pas mal caché aussi, parce que quand Kobe Gousson ou notamment aussi le coureur Nelson Oliveira, pardon, j'avais déjà oublié son nom, ont joué certains classements de la montagne, lui il était nettement en retrait dans ces moments-là. Et c'est là où lui il a gardé de l'influx et les autres en ont un petit peu dépensé. Et dans le final, surtout quand la première heure de course a été très compliquée, ou pour prendre l'échappée, il a fallu s'employer, eh bien, garder de la fraîcheur pour le final, c'est important. Parce que on sait que c'est ce qui va faire la différence. Et là, aujourd'hui, Victor Lafay était très très bon. Moi, j'avais dit qu'il devait faire quand même un Giro intéressant quand je l'avais vu sur le Tour de la Communauté de Valence. Je ne me suis pas trompé pour dire qu'il allait faire un Giro intéressant. Je ne m'attendais pas, par contre, à ce qu'il attaque aujourd'hui. Mais cette étape est intéressante pour les baroudeurs. Moi, j'avais mis que des baroudeurs dans mes favoris du jour. Je me rappelle, j'avais mis De Rent, Galopin, De Bonte, Nicolas Roche. C'est bien, c'est que entre hier où j'ai mis Affini qui a fini dernier pour faire le jeu de mots, et aujourd'hui où je mets 4 coureurs, il n'y en a même pas un qui est dans l'échappée. Faut vraiment me suivre sur les pronostics. Vous avez pas tort, parce que j'ai le compas dans l'œil depuis quelques jours. Entre les mecs que je mets qui abandonnent avant le début de l'étape presque, et les mecs qui finissent dernier, enfin c'est magique. Mais du côté de la fée, ouais, belle journée. On continue avec Alexis Goujard. Alexis Goujard, il a fait ce qu'il pouvait aujourd'hui. Je pense qu'il peut pas avoir de regret, Alexis Goujard, parce qu'il savait que face à Victor Lafay ou face à Kobe Gousson, techniquement, il n'avait aucune chance. Lui, il fallait qu'il tente de loin. Alors, il a tenté de loin, pas de peau. Soit il a été suivi, notamment à un moment, Nelson Oliveira qui fait un gros relais pour le reprendre. Soit il n'avait pas assez de force pour aller suivre les mecs de devant, parce que quand tu attaques 2, 3, 4 fois, c'est à peu près ce qu'il a fait Goujard. Il y a un moment où tu es obligé de te reposer, et c'est souvent quand tu es obligé de te reposer, à ce moment-là, quand tu es obligé de refaire de l'influx, que bam, ça repart derrière. Mais Goujard, il a fait une bonne étape, et je trouve qu'il fait une bonne première semaine, parce que c'était pas forcément dit, après un Tour de Romandie qui avait été compliqué, et un début de saison, et les saisons dernières qui n'ont pas été excellentes pour Alexis Goujard. On retrouve peut-être un peu du Alexis Goujard qui nous avait manqué depuis 2 ans. Et ça fait du bien de le retrouver aux avant-postes. Et puis, je mets également au top Attila Valter. Attila Valter qui, aujourd'hui, a passé encore une journée tranquille. Hier, le maillot rose. Alors, demain, ça devrait être un peu plus compliqué pour lui. Quoique, peut-être une montée où il sera devant. Mais là, aujourd'hui, Groupama a fait du très très bon travail pour le protéger. Et puis, Groupama est intelligent. C'est-à-dire que Groupama aurait pu s'enflammer et décider de rouler éperdument et de rester à 3 minutes de l'échappée. Non, quand ils ont vu qu'il y avait une échappée avec personne de dangereux au général, le meilleur coureur classé est à un quart d'heure. Donc, il n'y avait aucun danger. Ils ont laissé partir cette échappée. 1, 2, 3, 4, 5 minutes, 7 minutes. À la fin ils reviennent à 6 minutes ou 5,50. Voilà, ils n'avaient pas besoin de rouler. Très clairement aujourd'hui, ils ont fait du bon boulot, parce que c'est une étape où ça prouve l'intelligence également d'une équipe. Et là aujourd'hui ça a été l'intelligence d'une équipe. Il n'y a pas besoin de rouler quand il n'y a personne qui est dangereux au général. Ce que des fois fait Ineos, où ils roulent pour des étapes à la con. Là, aujourd'hui, je trouve que cette équipe a fait preuve d'intelligence. Ils ont consommé peu de coureurs. Ça sera important pour demain, où l'étape sera un peu plus difficile et surtout plus nerveuse. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, ça va aller assez vite, parce que à part l'échappée, il ne s'est pas passé grand chose. Du côté de l'échappée, moi j'ai mis Gaviria, parce que Gaviria, il a quand même tenté. C'est-à-dire, on aurait pu se dire, Gaviria, il va faire l'étape, et puis il va pas faire grand-chose de plus. Fernando Gaviria, il va prendre les sprints, le sprint bonification, et puis après, il va s'arrêter. Moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui avec Gaviria, c'est que il tente dans la descente, il tente quand même d'aller chercher la gagne. Il dit, dans la descente, ça peut marcher en plus son truc, parce que c'est pas le meilleur grimpeur, mais s'il prend 1 minute 30 d'avance dans la descente,
bah très clairement Gaviria, on le revoit pas à l'arrivée. Hein. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à prendre plus que 35 secondes. Bon. Et puis qu'en plus, il est tombé. Ça, c'est le deuxième problème. Mais même après sa chute, là, tu peux te dire, à ce moment-là, Gaviria, bon, bah, il sait qu'il a plus aucune chance de s'imposer, donc il va s'arrêter. Et non, et il s'accroche, et il continue. Et moi, j'ai bien aimé cet esprit combatif de la part de Fernando Gaviria, je voulais le souligner. Aussi Gavazzi, parce que pour moi, Gavazzi, aujourd'hui, il fait deuxième. C'est une belle étape pour Eolo Kometa, qui, je rappelle, est une équipe nouvelle sur le Giro, qui est une équipe qui, pour la première fois, est invitée sur le Giro d'Italie, qu'on a vu plusieurs fois dans les échappées, hein, Eolo Kometa. Et Gavazzi, il attaque un peu tard. C'est ça son erreur du jour, c'est d'attaquer un peu tard. Parce que pour moi, il fait une belle montée. Alors, je suis pas sûr qu'il aurait battu la Fée, parce que la Fée, j'ai l'impression, il était une jambe au-dessus de tout le monde. Mais c'est vrai que quand tu pars un ton après tout le monde, faut être très très fort dans ce cas-là. Faut être bien plus fort que tes adversaires. Et Gavazzi, bah, il fait quand même 2. Alors j'ai vu que c'est sa 31e deuxième place. Ça c'était sur Pro Cycling Stats, hein, c'est pas moi qui ai été le chercher. Des fois ils font des erreurs même, hein, parce que sur la dernière victoire française, pour eux c'était Nance Peters. Il y a eu d'autres victoires françaises. Donc ils avançaient un chiffre de 43 victoires françaises sur le Giro. Je pense qu'on est un petit peu loin du compte. Mais du côté de Gavazzi, il n'y a pas grand chose à se reprocher pour le coureur italien. Je crois qu'il a donné le maximum. C'est dommage de partir un peu tard. D'autres coureurs au top, mais rapidos, c'est Vlasov et Ciccone. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils perdent pas de temps. C'est déjà une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on a vu leurs équipiers à l'avant ? Non. Donc c'est-à-dire que leurs équipiers ont refait du jus, et ça va être important pour la journée de demain, parce que la journée de demain, on aura besoin des équipiers, mais surtout, il faut rappeler qu'on n'est qu'à la première semaine de course, et qu'on a encore 20 jours, qu'on a encore 15 jours de course, et qu'avoir des équipiers en forme en troisième semaine, ça va être important, parce que si on veut lancer des grandes opérations, des grandes manœuvres dans le final de certaines étapes, eh bien, il faudra des hommes forts et il faudra des équipiers très très forts. On passe aux flops, rapidement les flops. Déjà les équipes qui n'ont pas été dans l'échappée, et moi j'en vois 2 qui m'ont assez surpris de ne pas être dans l'échappée. D'un côté, Androni Giocattoli. Alors c'est bien beau de mettre Simon Pello à tout va, mais là aujourd'hui c'est une étape où Simon Pello il aurait pu faire quelque chose dans le final. C'est dommage que Simon Pello, c'est un coureur qui ne s'économise pas sur d'autres étapes. Alors c'est bien, il fait l'animateur, beaucoup de coureurs vont me dire ouais c'est super, enfin beaucoup de gens vont me dire c'est super, il fait l'animateur des étapes, sauf qu'on le paye pas avec affiche publicitaire géante. On le paye aussi pour qu'il ait des résultats. Et je trouve que c'est dommage qu'un coureur comme Simon Pello, là aujourd'hui, il rate le coche d'une victoire d'étape sur le Giro. C'est une étape où ça pouvait très bien lui convenir, ça convenait énormément aux baroudeurs. Et chez Androni Giocattoli, ils ont raté le coche quoi, sur l'étape. Et c'est dommage parce que quand on voit le résultat de Gavazzi, il y avait possibilité de faire top 5 assez facilement aujourd'hui. Pareil pour la Bora. Moi quand je vois un coureur comme Cesare Benedetti, c'est forcément une étape qui aurait pu lui convenir au coureur italien. Et tu te dis encore loupé chez Bora, et ça commence à faire beaucoup. Que ça soit hier avec Peter Sagan, que ce soit il y a quelques jours aussi encore avec Sagan, ou même avec Bourman, où je sais pas pourquoi ils ont vraiment emmené Bourman en tant que leader, où ils ont tenté de rouler pour protéger Bourman et que ça n'a pas servi à grand chose. Je trouve qu'en ce moment, Bora, ils mettent quand même souvent à côté. J'ai mis Jay Hindley. Pourquoi aujourd'hui Jay Hindley, le coureur de DSM ? Tout simplement parce que Jay Hindley, aujourd'hui, il perd 5 minutes. Alors, 2 possibilités pour Jay Hindley. Il veut jouer le classement des classements annexes et il a décidé de perdre 5 minutes. Ou soit il est vraiment en totale méforme, ou soit il serait tombé. Mais j'ai pas l'impression que c'était le cas du côté de Hindley. Mais c'est quand même un peu con sur une journée comme ça de perdre 4,59 si on ne l'a pas fait exprès. Et puis je termine avec Caleb Ewan, l'abandon de Caleb Ewan. Alors je comprends qu'il abandonne parce que son objectif c'est de jouer les 3 grands tours. Ok. Moi par contre, ce qui me pose problème, c'est qu'il abandonne avec le maillot de leader de classement. Donc le classement par points, parce que je trouve que c'est un peu un manque de respect envers les organisateurs. Alors, certes, les organisateurs qui font encore des petites erreurs. À un moment, j'ai vu à 44 bornes de l'arrivée, regardez si vous retrouvez l'image, il y a une moto qui décide de s'intercaler dans le groupe de tête, dans les échappées, entre 2 groupes qui s'étaient formés. Il n'y a même pas 5 mètres d'écart. Je trouve encore ça du talent. Mais bon, du côté de Ewan, je veux bien qu'on abandonne.
Mais abandonner avec le maillot leader, je trouve que c'est un petit manque de respect envers les organisateurs et envers la course. J'aurais préféré qu'il abandonne demain, qu'il décide de se débarrasser du maillot, bon, ou qu'il décide aujourd'hui de finir hors temps, peut-être. Mais il a abandonné avec le maillot leader, je trouve ça dommage. Voilà. Après, c'est un mini flop de la part de Caleb Ewan parce qu'on sait qu'il y a des objectifs qui sont très importants dans les semaines à venir pour le coureur australien. Et c'est vrai que tu ne peux pas enchaîner 3 grands tours pour un sprinter en étant performant, à part avec cette technique-là. Mais comme pouvait le faire Cipollini à la grande époque de la Saïko, ou comme faisait également Yann Kirsipou, qui abandonnait souvent aussi sur les grands tours en première semaine, à l'époque où les grands tours avaient une première semaine réservée aux sprinters, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, étape difficile, faudra la suivre. 158 km, ça sera court, mais ça sera intense. Finale avec 1,6 km non goudronné. Je vous en dis pas plus. Faudra voir la présentation demain, ça sera à 7h30. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao.